Des gilets jaunes aux gyros bleus, pourquoi les policiers sont-ils à leur tour en colère? Les trois principales organisations syndicales de la police ont appelé hier à se mobiliser pour protester contre leurs conditions de travail et le manque de moyens. C'était le service minimum dans les commissariats français hier. Alors qu'est-ce qui a fait déborder le vase? La colère a-t-elle été entendue suite à la rencontre hier avec Christophe Castaner? Peut-on craindre un véritable mouvement social de la police? D'ailleurs, est-ce que vous comprenez, vous, la colère des policiers? C'est la question qu'on vous a posée sur Twitter et vous êtes 87% à estimer que oui, cette colère est justifiée. Alors, pour commencer cette émission, je propose qu'on écoute la réaction d'Yves Lefebvre. C'est le secrétaire général du syndicat SGP Police FO. C'était hier soir, suite aux négociations avec le gouvernement. Écoutez. Ça sera en moyenne, je dirais, pour un gardien de la paix en début de carrière d'environ 120 € d'augmentation par mois entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Et pour, je dirais, dans les grades un peu plus, ou dans les échelons un peu plus sommito, ça va être une variable d'ajustement entre 120 et 150 €. C'est aujourd'hui ce qu'on voulait. On voulait une amélioration immédiate du pouvoir d'achat, actée pour une partie déjà dès le 1er janvier, après avoir été à la limite par moment du point de rupture. Aujourd'hui, on a obtenu ce que nous voulions, ce que nous étions venus chercher. Bonjour Jean-Marc Leclerc. Bonjour Ariane. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro, spécialisé sur les questions de sécurité. Jean-Marc, pourquoi cette colère des policiers ces derniers jours? Est-ce que vous sentez que cette fois, ils ont décidé de montrer leur mécontentement un peu plus fort que d'habitude? Disons qu'en fait, ils ont surtout été dans une période de suremploi. On les a mis un peu à toutes les sauces entre les mouvements sociaux, le terrorisme, etc. Donc ce phénomène d'accumulation a fait que voilà, la colère a décuplé et qu'il y a un moment, le ras-le-bol s'est exprimé. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a le double effet ciseau, c'est que vous avez aussi le mouvement des Gilets jaunes qui leur a donné des idées. C'est tout le paradoxe de cette situation. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'il n'y a plus finalement que comme ça qu'on peut se faire entendre aujourd'hui? En effet, les Gilets jaunes ont peut-être donné des idées sur la question. Qui sont les plus mécontents, Jean-Marc, chez les policiers? Est-ce que la grogne, elle concerne surtout une certaine catégorie de policiers ou est-ce qu'elle est vraiment générale? Bon, la grogne, elle est générale, mais disons qu'il y a quand même des fonctions qui sont peut-être plus exposées que d'autres, soit en termes de temps, soit en termes de risque. En termes de temps, vous avez les gens qui travaillent pour la protection des personnalités, leur vie est consacrée entièrement aux gens qu'ils protègent, et ce sont des gens qui n'ont plus de vie de famille. Vous avez les gens de la police judiciaire, c'est un peu la même chose, ce sont des enquêtes, des procédures de plus en plus complexes qui mangent un temps incroyable. Vous n'avez plus de vie de famille. Vous avez les gens dans les brigades les plus en contact avec la délinquance violente, dans les cités, dans les coins difficiles, aussi, qui sont, eux, exposés personnellement à une violence qui n'est pas naturelle, qui est un peu extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu il y a 20-30 ans. Et qui a empiré? Ah oui, indéniablement. La violence à l'égard des policiers? Bien entendu, ça se voit bilan après bilan sur les policiers blessés. Voilà, il faut le savoir, c'est une profession de plus en plus exposée physiquement. Voilà, il y a de moins en moins de respect pour l'uniforme dans beaucoup de quartiers. Et concrètement, dans un commissariat, vous connaissez bien ce genre d'endroit, puisque vous les fréquentez régulièrement, Jean-Marc. Dans un commissariat, qu'est-ce qui change au niveau des conditions de travail, dont ils se plaignent énormément aussi, conditions peut-être matérielles inquiétantes? Est-ce que vous avez constaté qu'en effet, il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui a dépassé les limites de... Je crois d'abord qu'il y a un problème de moyens, de dégradation du cadre de vie. Beaucoup sont dans des locaux un peu vétustes. Il y a quelques beaux commissariats qu'on va inaugurer. Il y a du travail qui est fait, il y a des budgets qui sont débloqués. Mais enfin, vous avez quand même une situation assez paupérisée dans la police. Les policiers sont souvent obligés d'acheter des petits matériels du quotidien pour leur travail. Et puis voilà, vous avez des vieilles voitures, vous avez des locaux pourris, quoi, souvent, c'est vrai. Voilà, ça ne renvoie pas une image très positive dans son cadre de vie. Pour bien comprendre les choses, Jean-Marc, il est important de le préciser, les policiers n'ont pas le droit de faire grève, c'est bien ça? Les policiers ne peuvent pas faire grève. Ils ont le droit de s'exprimer, mais ils ne peuvent pas bloquer le système. On a besoin d'eux, ils sont le dernier maillon. Et donc, voilà, ils ne font pas grève, mais ils ont des moyens d'expression malgré tout. Un mouvement d'ampleur, de grosse ampleur, n'est
pas à redouter du côté des policiers, et ça, le gouvernement Disons le qu'il sait. restera toujours symbolique ou mesuré. Il faut se souvenir quand même qu'autrefois, il y a eu un petit coup de frisson parce qu'on a vu sortir les policiers et les gendarmes, et surtout les gendarmes avec des armes au moment des grandes manifestations de 2001, de ras-le-bol déjà. Hein, et donc, il est clair que même si ils n'ont pas le droit de grève, ils ont des fois une capacité à inquiéter le pouvoir si ils sont mécontents. C'est d'ailleurs un peu les opérations qu'ils ont menées hier. Le service minimum était assuré, mais la plupart des commissariats étaient au ralenti, et en particulier cette opération dans les aéroports parisiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, C'est une façon de contester. Vous savez, de manière de faire grève la plus subtile quand vous n'avez pas le droit, c'est de faire une grève du zèle. C'est-à-dire qu'en fait, vous en rajoutez, vous en faites trop, et quand vous en faites trop aux aubettes, c'est-à-dire aux petits bureaux des aéroports où on contrôle les passeports, vous créez des queues tellement interminables que vous mettez un aéroport en rade. Voilà, donc voilà des moyens de pression. C'est que normalement, leur job, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de passer vraiment du temps sur chaque personne qui passe. C'est-à-dire que si vraiment ils vont jusqu'au bout, voilà. L'idée, c'était ça. Ils ne vont pas dans l'esprit des textes, mais à la lettre des textes, effectivement, on peut considérer que ça peut vite devenir problématique. Combien il y a de policiers en service aujourd'hui en France, Jean-Marc, à peu près? Combien de policiers sont mécontents? Est-ce qu'on peut Alors, le chiffrer? combien sont mécontents? Je ne suis pas Madame Vous n'avez pas Irma. compté, mais d'une façon générale, je sais, grosso modo, on sait que les policiers de la sécurité publique, grosso modo, c'est 80 000 personnes. La police, en général, c'est plutôt 140 000 personnes, 130 000 personnes. Donc, on est dans cet ordre de grandeur. Disons qu'il faut imaginer que, quand même, le ras-le-bol est largement partagé dès l'instant qu'on a un phénomène d'accumulation et les gens sont solidaires. Alors, à propos des policiers, il faut bien distinguer les policiers des gendarmes, des militaires. Oui. On entend plus souvent la grogne des policiers. Oui. Alors en fait, c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce que les gens doivent se demander effectivement pourquoi les policiers ont des heures supplémentaires et pourquoi les gendarmes qui font le même métier qu'on voit sous les caméras et sous les pavés parfois, pourquoi ne se plaignent-ils pas de la même manière? En fait, c'est lié à leur statut militaire, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment beaucoup plus mobilisables et corvéables à merci que les policiers. Ils n'ont pas de syndicat, ils ont une fonction représentative depuis quelques années, mais enfin, ils n'ont pas de syndicat à proprement parler. Et leur condition militaire fait qu'ils sont évidemment davantage dédiés aux missions H24, mais par contre, ils ont des contreparties en matière de logement, voilà, salariale. Voilà, ils ont des contreparties qui font que, voilà, on a pris en compte effectivement leur mobilisation un peu plus soutenue, en tout cas d'après les textes. Donc, pas d'heures supplémentaires. Et donc, leur devoir de réserve est plus important? C'est le statut militaire, c'est un peu différent. Ils y tiennent beaucoup, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, s'ils se battent pour le maintenir, c'est qu'il y a des avantages. Puisqu'ils ne veulent pas être fusionnés avec la police, ça prouve bien que certainement, ils ont des raisons qui ne sont pas seulement des raisons historiques. Jean-Marc Leclerc, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une baisse de 62 millions d'euros en matière de sécurité. Comment le comprendre? Où vont être faites les coupes? Comment imaginer supprimer 62 millions d'euros en matière de sécurité en ce moment? Alors, c'est des coupes sur l'investissement. Hein. Il faut savoir que, en fait, la police, la sécurité, en fait, quasiment 90% du budget, c'est de la charge salariale, des retraites, enfin, c'est ça, en fait. Puis, il ne reste plus grand-chose pour investir dans les missions, parce qu'on a de plus en plus de missions, donc il faut quand même donner de plus en plus de moyens. Et effectivement, là, paradoxalement, c'est vrai, vous avez un discours politique tourné résolument vers l'avenir, et puis vous avez en fait des pratiques de l'ancien monde, qui sont aussi les coupes budgétaires, etc. Il faut savoir défendre son bout de gras dans les arbitrages budgétaires avec Bercy. Visiblement, ça n'avait été fait qu'avec parcimonie jusqu'à présent. Et puis, voilà, le mouvement des Gilets jaunes, tout ça a créé un contexte qui fait que ce paradoxe a éclaté au grand jour. Mais donc, il y aura moins d'opérations, c'est ça concrètement que ça veut dire? Ça veut dire que moins d'investissement, ça veut dire pas autant de voitures qu'on va dire, ça veut dire pas autant de matériel de transmission, pas autant de boucliers, pas autant, voilà. Ça veut dire surtout, voilà, pas autant peut-être d'opérations immobilières qu'on veut bien le dire. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on rogne un peu par rapport au discours, et évidemment, et puis peut-être aussi sur l'indemnitaire, sur pas mal de choses, peut-être que c'est pas aussi mirifique qu'on l'annonçait, et dans des protocoles. Et donc, voilà, la situation est paradoxale, et là, ça crée un sentiment d'injustice et de mobilisation. Alors, à l'heure où on se parle, on est en direct sur lefigaro.fr, Jean-Marc, Christophe Castaner s'adresse aux jeunes recrues de la police. On a les images qui peuvent nous parvenir, qu'on va commenter ensemble. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe ce matin.
Voilà, vous avez. Donc il y a des nouvelles recrues néanmoins. Oui, régulièrement vous avez des C'était promotions, bien sûr. Oui, bien sûr. prévu. Vous savez, la police, c'est un système à flux tendu. Hein. Vous avez des gens qui partent à la retraite, d'autres qui sont recrutés. On est dans une phase de recrutement important puisque le gouvernement avait annoncé qu'il voulait combler les effectifs qui avaient pu être sabrés au temps de Sarkozy, dans un contexte sans doute différent. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il semble important de donner davantage d'effectifs à la police et à la gendarmerie. Et vous avez donc ces recrutements, on a parlé de 10 000 agents, qui viennent au fil des promotions, au fil des années, combler d'abord le vide et puis les départs à la retraite aussi, parce que vous avez aussi beaucoup de départs à la retraite. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de 2 policiers anonymes, forcément, vous venez de l'expliquer, et qui nous racontent justement pourquoi, selon eux, leurs demandes sont justifiées ces derniers jours. Écoutez. J'ai fait 4 manifestations. Pour certains, on a bien senti la vie passer de très près. J'estime que 300 €, c'est une obole, c'est une misère, c'est des miettes. Quand on demande une bombe lacrymogène, une grenade ou un lanceur de balles de défense, on nous dit qu'il n'y a pas le budget. Et là, 275 millions pour nos heures sup. Il faudra qu'on nous explique d'où ils les sortent, s'ils y arrivent. Bonjour Guillaume Lebeau. Bonjour. Vous exercez au sein de la BAC, donc vous êtes sur le terrain régulièrement. Vous êtes vice-président de l'association Mobilisation des policiers en colère, les MPC. On signale votre livre d'ailleurs, Colère de flics, qui est paru aux éditions Flammarion. Alors vous soutenez notamment ce mouvement, les Gyros Bleus. Expliquez-nous en quoi il consiste en quelques mots. En fait, le mouvement des Gyros Bleus a été lancé de manière spontanée sur les réseaux sociaux, comme le mouvement de policiers en colère de 2016. Donc un groupe de collègues qui se sont dit voilà, on a marre d'être suremployé et ne pas être récompensé par rapport à l'investissement qu'on donne à cette profession. Et dès qu'ils ont lancé la page, en fait, ils nous ont demandé aussi de les soutenir et de porter le mouvement avec eux. Donc on a accepté tout de suite de les aider parce que ça fait partie également de nos revendications. Et on s'est reconnus dans leur mouvement parce que c'était un peu le nôtre également. Et au final, on va converger ensemble vers des nouvelles manifestations nocturnes. Et on commence ce soir notamment un nouveau rassemblement sur Paris, dans le 8e arrondissement, à 21h30. Dans un lieu symbolique. Face au commissariat des Champs-Élysées. Très bien. À l'appel des 3 principaux syndicats de policiers, les agents ont assuré hier, on l'a dit un petit peu, le service minimum. Ils répondaient uniquement aux appels d'urgence. Et il semble qu'hier soir, donc, un accord ait été trouvé avec Christophe Castaner, un accord de revalorisation salariale. Est-ce que vous êtes satisfait de cette issue? Est-ce que vous avez l'impression que votre colère a été entendue? Malheureusement, non. C'est-à-dire que l'aspect salarial, effectivement, c'est une donnée importante dans nos problèmes qu'on rencontre au quotidien. Le pouvoir d'achat, on ne peut pas... Alors concrètement, qu'est-ce que le ministre a annoncé au niveau de la ministre a annoncé qu'il allait trouver un plan de paiement des heures supplémentaires. Donc jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui nous est dû. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on les paye. Je ne dis pas que c'est la responsabilité du ministre actuel ou pas. Et ensuite, une augmentation du salaire entre 100 et 150 € net qui va être échelonnée d'ici 1 an ou 2 maximum. Mais pour nous, le compte n'y est pas non plus dans le sens où, en parallèle de ça, j'ai des collègues qui exercent aussi en nuit. Donc les brigades de nuit, par exemple, il faut savoir qu'un collègue qui travaille en brigade de nuit touche 90 centimes de l'heure de surrémunération. Donc on trouve ça largement insuffisant. Et après aussi, on a aussi tout ce qui est lié aux conditions de travail. C'est-à-dire qu'on a un gros manque de matériel, du matériel pour faire du maintien de l'ordre. On était justement employés pour les Gilets jaunes. On était décalés, on était mobilisés à 100%, mais par contre le matériel ne suivait pas à côté. J'ai beaucoup de collègues qui se retrouvent avec des moyens de protection individuelle obsolètes, des casques qui datent d'il y a 20 ans, qu'on s'est passé de génération en génération, les visières sont totalement rayées, une fois qu'on les baisse on ne voit plus à travers, les boucliers qui ne tiennent plus. Et pareil pour les commissariats, les locaux sont dégradés, on a même fait un concours photo l'année dernière pour dénoncer la vétusté des commissariats. Et malheureusement, toutes ces données-là ne sont pas encore prises en compte aujourd'hui. Ça, c'est une priorité pour vous, c'est un point sensible, les conditions matérielles oui, parce que, dans lesquelles vous travaillez. Effectivement, les conditions matérielles sont très très importantes pour nous parce que voilà, psychologiquement, dans la police, il faut savoir si ça ne va pas bien. On a la profession dans laquelle on a le plus fort taux de suicide en France. Donc ça dédonne bien qu'il y a un gros malaise. Plus de 60 par an. Voilà, c'est ça. Et sur la route, les gendarmes, on dépasse peut-être parfois les 80. Donc là-dessus, on subit les mêmes choses, gendarmes et policiers, sur les conditions matérielles, et l'état des locaux, etc., les véhicules de police qui ne sont pas adaptés. Et aussi, on a le gros problème de la vie de famille. C'est-à-dire que le cycle horaire tel qu'ils sont actuellement, le cycle horaire ne nous permet pas de passer du temps en famille ou avec les amis. On a un week-end de repos sur 6.
de week-end. On se repose régulièrement, on va dire, mais vraiment le week-end comme les gens normaux. En fait, nous, on l'a une fois sur 6 seulement. On propose des nouveaux cycles au ministère de l'Intérieur, à l'administration, etc., pour avoir un week-end sur 2. Donc il y a des choses qui sont faites pour avoir finalement le même cycle que les infirmières. Mais pour l'instant, nos propositions ne sont pas encore abouties. Par exemple, tous ceux qui ont été sollicités au moment des manifestations des Gilets jaunes, donc on était en week-end, comment ça se passe concrètement? Le reste de la semaine, ils travaillent de la même manière s'ils ont été sollicités le samedi? C'est ça. C'était mon cas justement pour les manifestations de Gilets jaunes. Donc j'ai travaillé toute la semaine. J'étais en repos samedi et dimanche. Pour une fois, ça tombait sur un week-end. Sauf que le vendredi, j'apprends que le samedi, je ne serai pas en repos. En situation d'urgence, on peut vous solliciter. C'est ça, le repos saute de façon plus importante. Sans forcément de grosses compensations derrière. On récupère peut-être temps pour temps, parfois le temps qu'on n'a pas passé en famille. Et dans la foulée, par contre, on a dû enchaîner aussi avec les manifestations lycéennes. Donc dès le lundi, les lycéens sont mis à manifester, à bloquer, à brûler des voitures autour des lycées, etc., dans lesquels j'étais sollicité. Et du coup, on était décalé là aussi pendant toute la semaine à 6h du matin. Au lieu de commencer à 11h, on commence à 6h. Donc après un week-end de Gilets jaunes, on a enchaîné le week-end des manifestations lycéennes qui ont été aussi très violentes. Et la menace terroriste qui était à son comble les jours d'après également les manifestations. Et par-dessus dans tout le pays. Voilà, on a eu la menace terroriste, l'attentat de Strasbourg. Tout ça fait que voilà, on va être encore sollicité, suremployé. Et on dénonce aussi le manque d'effectifs, parce qu'on voit bien qu'avec tout ça, même l'administration la voit à demi-mot. On ne pouvait pas être au marché de Noël de Strasbourg en même temps qu'on sécurisait les lycées, en même temps qu'on sécurisait les Gilets jaunes. Donc les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, en fait, sont aussi en manque d'effectifs pour pouvoir assurer toutes ces missions de maintien de l'ordre en même temps. Mais Guillaume Lebeau, tout ce que vous me racontez, à part en effet cet épisode des Gilets jaunes qui est tout à fait inédit le mois dernier, cette colère, elle n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette fois, vous avez l'air beaucoup plus déterminé que d'habitude? Cette exaspération, ça fait des années qu'on en parle et d'ailleurs que vous en êtes le porte-voix. Je fais partie effectivement des personnes qui portent la voix de la colère policière. Moi, personnellement, je me suis réveillé, on va dire, en 2016. Parce que là, pareil, suite à l'agression violente de mes collègues de Viry-Châtillon, ça a déclenché un mouvement spontané de révolte dans les rangs de la police. Et depuis 2016, en fait, j'ai quitté le système syndical parce que j'étais délégué syndical local dans mon commissariat. J'ai quitté le syndicat et je me suis engagé vers la voie associative. Et depuis 2016, en fait, on ne lâche pas la pression. On est toujours là. Et au moindre incident, les collègues veulent sortir dans la rue. Là, depuis les Gilets jaunes, ils voulaient sortir, etc. Là, ils ont décidé de sortir du bois une nouvelle fois cette semaine. Donc nous, on les accompagne. Et effectivement, il faut vraiment que des mesures soient prises en urgence pour pas que la police sombre. Parce que c'est déjà un peu le cas. Donc ce qui vous gêne le plus, c'est que la situation s'aggrave et qu'elle n'évolue pas. C'est pas plus l'un que l'autre. C'est un petit peu les deux. Ça peut encore s'aggraver, malheureusement. Parce que, hormis encore les conditions de travail, etc., on a parlé tout à l'heure aussi des agressions qui se multiplient envers les policiers, on recense de plus en plus d'agressions aussi de policiers hors service. Donc on n'est pas tranquille, on va dire, au travail par rapport aux agressions, mais qu'on rentre chez nous. On a bien vu les attentats de Magnanville aussi, où un couple de collègues a été tué à domicile. On a des agressions régulières hors service, où là, ils s'en prennent carrément aux policiers et à leurs familles. Donc derrière aussi, on dénonce aussi un manque de réponse pénale aussi envers les individus qui nous agressent constamment. Guillaume Lebeau, on vous appelle les gardiens de la paix, les policiers. C'est une expression qui a remplacé la simple expression agent de police. C'est une sémantique qui est bien choisie. Le gardien de la paix, donc il n'est pas au combat. C'est-à-dire qu'au contraire, il est là pour l'empêcher. Est-ce que la paix, c'est un idéal professionnel pour vous? Est-ce que vous reconnaissez avec cette idée ou est-ce que ça vous agace un peu? Moi, garder la paix ou la maintenir, voilà, c'est un idéal qui m'intéresse effectivement. Ça fait partie de nos missions, effectivement, de ramener la paix. Vous avez l'impression que c'est encore le cas dans votre quotidien aujourd'hui? Vous êtes les gardiens de la paix, c'est comme ça que vous vous définissez? On ne garde pas la paix parce que la paix, elle n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de paix dans notre pays. On voit bien que les mouvements sociaux sont de plus en plus violents et que nous, on est toujours là en fait, à subir la violence des mouvements sociaux. On est le rempart de l'État, on est entre l'État et les manifestants. Donc c'est nous qui subissons justement toute la violence. Donc nous, on contient la violence en fait aujourd'hui. Mais c'est ça. On est plus. Et vous comprenez les reproches, les incompréhensions que vous entendez souvent sur les violences policières, sur la perte de contrôle de certains policiers qui sont à bout, les flashballs pendant les Gilets jaunes, les grenades, etc. Vous trouvez qu'on en a trop fait là-dessus pendant cette période des Gilets jaunes? Ça vous fait
Qu'est-ce que ça vous... Non, c'est tout à fait normal, ça a toujours existé. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que policier, ce que je peux souligner, c'est que voilà, il y a eu 32 enquêtes IGPN qui ont été ouvertes suite au mouvement Gilets jaunes. Effectivement, c'est un chiffre qui peut paraître important, mais on a aussi eu, on va dire, des centaines de milliers de manifestants dehors. Donc 30 enquêtes IGPN, c'est pas non plus énorme par rapport au mouvement qu'il y a eu, par rapport au nombre d'interpellations qu'il y a eu. On avait des milliers d'interpellations en France. Forcément, il y a un risque. Il y a un risque que parfois une situation dérape, qu'un collègue pète les plombs, etc. Mais je ne veux pas dire que 32 enquêtes IGPN correspondent à 32 pétages de plomb, parce que derrière, on n'a pas encore l'enquête. Et l'enquête peut-être amènera à peut-être 5 condamnations sur 32. Et on ne sait pas encore à ce stade, il est trop tôt pour juger des violences policières qui ont été commises. Mais voilà, la bavure, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Nous, avec l'association, on n'a jamais dit que ça n'existait pas dans la police. Et que voilà, par contre, ça reste minime, ça reste en petite proportion par rapport à l'action de travail que font quand même mes collègues au quotidien sur le terrain. On a beaucoup voulu opposer pendant cet épisode des Gilets jaunes les policiers aux Gilets jaunes, justement. Il y a cette image assez symbolique de deux femmes l'une contre l'autre, deux Marianne qui s'opposent. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette image qu'on a voulu donner des Gilets jaunes complètement opposés et en lutte vraiment face aux Gilets jaunes? Ça vous dérange? Ça me dérange de laisser croire que en fait, le policier est contre le Gilet jaune. C'est-à-dire que nous, on n'est pas contre eux, au contraire. Nous, de notre côté, on soutient aussi le mouvement des Gilets jaunes parce qu'on se reconnaît aussi en ce qui se passe. On a la famille qui sont dans les mouvements qui est dans le mouvement des Gilets jaunes, on a des amis qui font partie des Gilets jaunes. Et nous, on soutient, on comprend la colère des Français. Vous auriez pu être Gilet jaune? J'aurais pu être Gilet jaune et quelque part, finalement, notre mouvement qui est né depuis déjà 2 ans est un peu un mini-mouvement Gilet jaune policier parce qu'on ne se reconnaît plus dans ce qu'on nous propose actuellement, on ne se reconnaît plus dans nos élites, on ne se reconnaît plus dans l'administration, dans nos syndicats. On est aussi une forme de Gilet jaune parce on demande une voix parallèle, on demande d'être entendu, être soutenu et ce n'est pas le cas actuellement. Et nous, on comprend tout à fait la colère des Gilets jaunes. Il ne faut pas penser que on est là par plaisir. Et s'il y a des violences sur communes, ce n'est pas par plaisir, c'est qu'on doit maintenir un point bien précis. On doit empêcher que les personnes aillent dans une rue bien précise. Et pour cela, on a des ordres qui nous sont donnés pour empêcher ces personnes de passer, tout simplement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Guillaume Lebeau. Je vous propose qu'on écoute les propos de Frédéric Lagache. Donc lui, il est secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Il était l'invité de BFM le 17 décembre. Écoutez. Les poignées de main, c'est bien, des actes, c'est mieux. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dit la chose. C'est depuis, entre autres, que les manifestations ont commencé. Nous avons fait preuve de responsabilité, nous avons fait le boulot, comme on dit, et derrière, nous n'avons que des poignées de main. On a entendu le président de la République s'exprimer pour tous les Français par rapport à un budget de 10 milliards, mais nous n'avons pas entendu le président de la République s'adresser aux policiers au-delà de ces poignées de main. Voilà, pour ce témoignage d'un syndicat, comme ça tout le monde est représenté, parce que je signale que Linda Kebab, qui est déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO, devait être présente sur ce plateau. Elle a annulé sa venue ce matin très tôt. Elle avait lancé l'acte 1 notamment des policiers en 2019. Voilà. En fait, ce que je voulais vous demander, Guillaume Lebeau, c'est est-ce qu'il n'y a plus finalement que ce rapport de force pour être entendu par le gouvernement désormais? On a un petit peu cette impression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Marc, que les Gilets jaunes ont un peu ouvert une voie pour se faire entendre. Parce que nous, on se rend compte qu'on on se bat depuis 2 ans, on va dire, légitimement, on fait des manifestations déclarées, on fait des revendications sur Facebook, on envoie des courriers au ministre de l'Intérieur, mais on se rend compte que ce travail-là ne paye pas finalement. C'est que manifester légalement en France aujourd'hui, c'est quoi le message qu'on envoie? C'est que manifester légalement, c'est bien, mais vous n'êtes pas entendu derrière. Donc on nous encourage quelque part finalement à être sauvage, à ne pas respecter, à ne pas être dans les clous, etc. Et ça commence à devenir grave parce que même les policiers se disent qu'il ne faut plus respecter les règles à un moment donné pour se entendre. Donc du coup, on avait l'impression de jouer le jeu, d'être vraiment dans les règles, d'être dans les clous, à faire une association déclarée avec des statuts. Et tout faire dans les règles. Par contre, derrière, on n'a aucune réponse. Moi, le ministre de l'Intérieur ne m'a jamais répondu. On a écrit des centaines de courriers, on n'a pas eu de réponse. Et donc l'acte 1, est-ce qu'il est maintenu finalement, ce fameux acte 1 qui était prévu pour 2019, en fait, malgré les négociations d'hier soir? C'est-à-dire que l'acte 1, on l'avait prévu ce soir, justement, à 21h30 face au commissariat des Champs-Élysées. On avait prévu l'acte 1 ce soir. Et au moment où on a prévu l'acte 1, tous les syndicats se sont engouffrés dans la brèche et chacun a voulu créer son mouvement. Mais cette fois-ci, on a dit, voilà, on va être plus intelligent que d'habitude, on ne va pas critiquer à chaque fois ce que font les syndicats, etc. On va s'allier à eux
pour leur mouvement aussi. Donc hier, on a participé au mouvement d'Alliance Police Nationale, avant-hier celui d'UNSA. Et en 2019, on sera aussi là pour le mouvement de Unité HDP, s'ils décident de maintenir le mouvement. Mais apparemment, ils sont pleinement satisfaits des annonces d'hier. Ils ne vont peut-être pas continuer les mouvements prévus en 2019. Et ça peut changer les prochaines heures. Merci beaucoup. On accueille Jérémy Pontieux sur le plateau pour cette deuxième partie d'émission. Merci Jérémy. Vous venez relayer les questions, les réactions des internautes qui sont nombreux, à nous suivre sur ce sujet. Ouais. Effectivement, alors il y en a beaucoup qui reviennent et s'étonnent de la rapidité de la réponse gouvernementale, il faut le dire. Chris Rennes qui nous dit pour les policiers ça va vite. Voilà, pas mal de personnes qui se disent pour les gilets jaunes, évidemment chacun a ses revendications. Certains se demandent surtout comment est-ce que tout cela va être financé. JF Chara nous dit les gendarmes sont inquiets sur le financement de ces mesures financières. Le projet de loi de finances est adopté. Ils vont prendre l'argent dans quelle ligne ? La question est aussi de savoir est-ce que la mesure va vraiment être adoptée ou est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait rétroaction après ? Jean-Marc Leclerc peut-être. Ils vont corriger le budget sans doute, hein, comme cela se produit régulièrement quand on fait quelques concessions. Alors c'est vrai que, comme toujours, il faut un petit regard a posteriori pour voir si effectivement tous les engagements ont été tenus. Il est fréquent effectivement que tous les engagements ne soient pas tenus. Mais bon, je pense que les policiers vont être vigilants, qu'ils soient syndiqués ou qu'ils ne le soient pas. Alors, ce qui est vrai, par contre, la première remarque que vous donniez, Jérémy, c'est que la réponse a été assez rapide cette fois. Le gouvernement s'est empressé de donner une réponse avant que la grogne ne monte vraiment. D'abord, je pense que c'est quand même le signe d'un pouvoir faible quand il cède sur des choses sur lesquelles il a tenu si longtemps. Voilà, la vérité, c'est que le contexte a été favorable aux gros syndicats. Puis je pense qu'ils avaient peur d'être débordés. En vérité, c'est quoi le mouvement des Gilets jaunes ? C'est un mouvement qui déborde finalement la représentation classique. Bien, je pense que tous les corps sociaux, bien sûr, se posent les mêmes questions. Et donc, les policiers syndiqués ont dû se dire, mais de toute façon, si on ne fait rien, on va être débordés. C'est pour ça que ça va vite. Il y a une autre question qui revient assez souvent. Bérénice qui vient de la poser dans le chat, mais je l'avais déjà vu poser avant. La mesure sera adoptée pour les policiers seulement ou aussi pour les gendarmes ? C'était une des questions qui ressort assez souvent. S'agit-il d'un oubli ou c'est la confirmation que ce gouvernement ne lâche que sous la force ? C'est le point de vue de Jean-Pierre. En théorie, dès qu'il y a une avancée effectuée par la police, les gendarmes sont régularisés dans la foulée. Tout ce qu'on obtient, nous, en tant que policiers, quelques mois plus tard, ils bénéficient toujours des avancées salariales qu'on obtient, nous, dans la police. Ils ne peuvent pas manifester, ils n'ont pas le droit de grève non plus. Mais quand on obtient quelque chose dans la police, en général, ils font toujours le parallèle pour les gendarmeries, ils obtiennent les mêmes avancées que nous. Il y a cette remarque qu'on peut soulever aussi de Marc Charuel qui était sur Facebook et qui indique que suite à la journée donc, hier de mobilisation, surtout dans les aéroports de Paris, avec des files d'attente considérables provoquées par ce contrôle plus long que d'habitude des policiers au niveau des frontières, Marc Charuel qui dit 2 à 3 heures d'attente debout, sans eau, à Roissy en rentrant de voyage parce que les policiers sont en grève, avec la même mentalité que les agents de la SNCF et les mêmes effets, la prise en otage du citoyen lambda. Donc vraiment un gros mécontentement. En revanche, bloquer Matignon ou l'Élysée, ça ne leur a pas traversé la tête. Et ils s'étonnaient qu'on leur dise ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Ce pays va vraiment mal. Il y a cette idée, en effet, de prendre un petit peu en otage une population qui n'est absolument pas comme on disait plus tôt, concernée par la question. Les collègues à Roissy, en fait, ils ont fait leur travail. Ils l'ont poussé jusqu'au bout. En fait, ils ont fait les vérifications de A à Z. Ils ont vérifié les bagages, ils ont fait les papiers, les documents d'identité. Ils ont fait que leur travail. En fait, ce qu'on leur demande dans les textes, ils n'ont pas voulu bloquer le système. Au contraire, ils ont voulu faire leur travail efficacement. Oui, mais ce que dit cet internaute, c'est est-ce que ce ne serait pas plus efficace de bloquer Matignon ou l'Élysée ? Et là, pour le coup, personne s'y risque. Ce serait plus efficace. Et en 2016, les policiers en colère ont essayé. Sauf qu'en face, ils avaient les gendarmes aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient les gendarmes en face d'eux qui bloquaient l'accès à l'Élysée, à Matignon, aux policiers. Et à ce moment-là, on a été plus intelligents. Voilà, on s'est arrêté là, on a fait demi-tour et on n'a pas forcé le barrage. Quoi. Jean-Marc Leclerc. Non, je pense que cet internaute, dont le nom m'est familier, tout simplement est arrivé le mauvais jour. Voilà. C'est-à-dire le jour d'un mouvement de zèle policier. Il n'a pas eu de chance de tomber sur oui, c'est-à-dire que là, il est tombé le jour où il ne fallait surtout pas rentrer de reportage. Bon, ce pays va vraiment mal, en tout cas, selon lui. Jérémy, une autre réaction d'internaute. Une autre réaction de Laurent Gérard, alors, qui pose une question un peu assez spécifique. On entend parler de nouveaux postes dans le CRS uniquement. Les CRS ne sont-ils pas favorisés par rapport au commissariat protection des citoyens ? Je ne sais pas si ça vous parle. Non, de là être favorisé, c'est un grand mot, parce que j'ai des témoignages de collègues de CRS là, qui ont été surexploités aussi pendant les mouvements des Gilets jaunes. J'ai des collègues qui viennent du sud de la France. Ils sont montés sur Paris pour faire une manifestation des Gilets jaunes la plus violente des manifestations. Le soir, ils ont repris leur voiture, ils sont retournés dans le sud. Ils ont fait 23 heures de travail d'affilée.
Et pour ça, ils n'ont pas énormément d'avantages en plus que nous non plus. Si ce n'est, si je peux me permettre, qu'ils ont quand même un avantage dans ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est qu'il va y avoir la possibilité, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais de défiscaliser les heures supplémentaires. Or, le CRS fait beaucoup d'heures supplémentaires. C'est une affaire qui peut leur apporter 500 € par mois d'argent défiscalisé, donc c'est pas si mal. En espérant que nous aussi, finalement, les heures supplémentaires soient payées, parce que c'est ce qu'on demande aussi. Justement, ça aussi, oui. le gouvernement s'est engagé à ce voilà. que ce soit Oui, fait. Ça oui, vous semble ça va dans le bon réaliste sens, parce que voilà, les heures Oui. supplémentaires, on ne les a pas volées, c'est des heures qu'on a vraiment effectuées. Donc, du coup, dans Alors, il faut n'importe bien quel préciser que ce métier, n'est pas les heures supplémentaires juste pendant la période des Gilets jaunes. Ah oui, c'est l'accumulation de c'est plusieurs une années d'heures accumulation supplémentaires, bien sûr. d'années Ouais. de non-paiement. Moi, personnellement, j'ai 200 heures supplémentaires sur mon compte temps. Ces heures supplémentaires, des fois, j'essaye de les écluser en posant Qui n'ont pas été journée- payées Qui n'ont jamais été Vous avez payées. 200 heures qui n'ont C'est pas ça, été elles payées. n'ont jamais été payées et je ne suis pas le collègue qui en a plus, j'ai des collègues qui ont 400-600 heures supplémentaires. Ça n'a jamais été payé chez nous et on ne peut pas les prendre en récupération. Du coup, qu'on les paye, c'est bien, mais je pense que c'est juste ce qu'il faut faire pour tous les Français. Les heures supplémentaires doivent être payées. Ce qui est important, c'est qu'on n'arrête pas de parler 23 millions d'heures du supplémentaire. Là, bon, je vois 22, que ce soit 22 ou 23, peu importe, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Il faut comprendre surtout qu'en espèces sonnantes et trébuchantes, ça veut dire que les fonctionnaires, selon leur ancienneté, selon leur formation, leur service, ils vont toucher entre, je ne sais pas, 5 000 et 10 000 €. C'est ça porte sur ça par fonctionnaire. Certains seront peut-être un peu au-dessus dans certains services, d'autres un peu moins, mais grosso modo, l'idée, l'ordre de grandeur que les gens doivent avoir dans la tête, c'est on se bat pour 5 000 à 10 000 €. Ce n'est pas non plus des sommes colossales. C'est quand même important quand ça traîne, en tout cas. Oui. Quand ça dure. Dans mon cas personnel, si on se base sur le paiement des heures supplémentaires des CRS, ça fait à peu près 3 000 € à récupérer en heures supplémentaires. Voilà, que les gens comprennent un peu. Effectivement, 23 millions d'heures, ça ne veut rien dire. Mais donc ça, c'est bon, ça va être résolu. A priori, le gouvernement s'est engagé là-dessus, ça va être réglé. Progressivement, par petites tranches de 40 €, si j'ai bien compris. Là. Puis l'idée, ce sera grosso modo, on a entendu, d'ailleurs, en sortant, M. Lefebvre sortant de sa réunion hier soir, qui nous expliquait que ça serait grosso modo 120 € par mois, pour ce qui concerne la partie salariale en plus. Et puis jusqu'à 150 € pour les gens qui ont des grades un peu plus élevés chez les gradés et gardiens. Ouais. Voilà. Jean-Marc, comment ça va évoluer du coup les prochains mois? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que la colère a été entendue, va être apaisée? Là, quand même, ce sont des pour les avancées. prochains mois? Avancées d'abord quand même significatives, tous les syndicats le disent. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. En fait, ça va être une période quand même intéressante, parce qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que pendant qu'on a donné beaucoup d'énergie à s'occuper des affaires terroristes, à s'occuper des mouvements sociaux, on s'est un peu moins occupé de la délinquance du quotidien pour les gens parce qu'on n'avait pas les effectifs pour. Oui. La délinquance est en train de repartir dans des proportions considérables. Il faut voir la dernière enquête de victimation qui a fait état de pas mal d'indicateurs sur les crimes et délits qui montent. Les cambriolages explosent à de 20%, les vols sans violence sont aussi en augmentation, je crois, d'une quarantaine de pourcents. Enfin bref, ça c'est l'enquête de victimation, c'est la délinquance mesurée auprès des victimes. Donc c'est quelque chose qui est plus fidèle que la simple statistique policière qui est en gros l'indicateur de l'activité de la police. Eh bien, tout ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui se dégrade de manière durable et profonde dans ce pays, que la police, les difficultés sont devant actuellement. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs, à cause de ce contexte, que le gouvernement lâche du lest à la police. C'est parce qu'ils savent que derrière, on va vivre des périodes très difficiles dans les quartiers. Une dernière remarque peut-être d'un internaute, Jérémy, pour terminer cette en fait, émission. c'est certains internautes qui se demandent tout simplement si jamais il devait y avoir un mouvement de contestation qui continuait du côté des policiers, s'il y aurait ce mouvement, vous seriez à même de rejoindre les pompiers, les services de santé, tous ceux qui sont connectés au... Effectivement, c'est le risque pour le gouvernement, pas pour nous, mais pour le gouvernement, il y a un risque. Les pompiers commencent aussi à en avoir marre. Ils peuvent nous rejoindre. Les infirmières aussi, qui sont sollicitées aussi. Voilà ça. Pompiers, infirmières, c'est les deux professions qui sont susceptibles de nous rejoindre rapidement. Donc effectivement, parce que il y a un vous risque. contestez les mêmes choses. Évidemment, les infirmières, pareil, si on part sur leur problématique, elles subissent aussi le gel du point d'indice depuis plusieurs années. Elles ont des conditions de travail très difficiles. Je sais parce que ma femme l'est aussi. Et du coup, on discute de nos difficultés au quotidien. Effectivement, on a souvent les mêmes. Et c'est le risque que tout le monde converge dans le même sens. Et même que la police, c'est pas impossible à envisager que la police rejoigne aussi des gilets jaunes sur la manifestation à eux. Si les gilets jaunes continuent, ça c'est quand même encore C'est ça, voilà. la surprise. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura une trêve
au moment des fêtes de fin d'année. Merci à tous les deux d'être venus, Guillaume Lebeau et Jean-Marc Leclerc. Merci pour vos précisions. Merci à toute l'équipe de préparation. Merci Jérémy Pontieux, que je n'oublie pas, ainsi que tous les internautes qui ont participé, Christiane, Thierry, Gina, Jean-Luc, Nina et d'autres qui ont participé tout au long de cette émission. Un merci très particulier à Valérie Ancelin aux manettes de la réalisation et bien plus que cela pour notamment cette émission des décrypteurs, mais pour son investissement précieux, sa bienveillance avec chacun de nous à Figaro Live. Et quant à nous, on se retrouve à la rentrée 2019. Merci de votre fidélité et excellente fête à tous.